Lors d'un accident d'aviation, nous nous attendons à ce que des experts reconstituent objectivement et en détail ce qui s'est passé, afin que nous puissions en tirer des leçons et nous assurer qu'un accident similaire ne puisse plus jamais se reproduire. Mais que se passe-t-il si ces experts sont fondamentalement en désaccord sur ce qui s'est réellement passé? Restez à l'écoute. Aux premières heures, le matin du 19 mai 2016, les contrôleurs aériens d'Athènes, en Grèce, ont perdu le contact avec un Airbus A320 d'Égyptair qui volait à 37 000 pieds au-dessus de la mer Méditerranée. L'avion, avec 56 passagers et 10 membres d'équipage à bord, n'a pas reconnu un transfert radio au Caire et, quelques minutes plus tard, son signal transpondeur a disparu des écrans radars grecs. Inconnu des contrôleurs, cependant, l'avion volait encore à ce moment-là, descendant vers la mer dans une longue spirale descendante. Et il a continué à le faire pendant 9 insoutenables minutes, jusqu'à ce qu'il s'écrase finalement en mer, tuant les 66 âmes à bord. Les débris ont ensuite coulé au fond de l'océan, 3000 mètres plus bas, où la plupart d'entre eux restent encore à ce jour. Puis, pendant plus de 8 ans, aucun rapport final sur le crash n'a été publié et les causes sont donc restées un mystère. Jusqu'à maintenant. Et avant que je puisse vous raconter l'histoire supposée réelle de ce qui s'est passé à bord du vol Égyptair 804, nous devons comprendre pourquoi il y avait 2 versions. Et pour cela, je dois faire quelque chose d'un peu différent cette fois. Car pour expliquer cela, nous devons en fait commencer cette histoire le matin après la catastrophe. Selon l'annexe 13 de la Convention de Chicago sur l'aviation civile, le seul droit d'enquêter sur un accident d'avion appartient au pays sur le territoire duquel l'accident s'est produit. Mais lorsqu'un accident se produit en pleine mer dans les eaux internationales, cette responsabilité revient plutôt au pays d'enregistrement de l'avion. C'est pourquoi, lorsque le vol 804 d'Égyptair s'est écrasé dans la Méditerranée en route de Paris au Caire, l'Égypte a automatiquement été chargée de l'enquête. Mais l'annexe 13 oblige également le pays menant l'enquête à inviter des représentants du pays où l'avion a été fabriqué, qui dans le cas d'Airbus est la France. Ainsi, à la suite de cela, le jour de l'accident, le bureau d'enquête et d'analyse français a constitué une équipe d'enquête composée de ses propres experts et d'ingénieurs d'Airbus pour se rendre en Égypte et conseiller la direction égyptienne d'enquête sur les accidents d'avion. Pendant le premier mois après le crash, le bureau d'enquête et d'analyse et les enquêteurs égyptiens ont travaillé en étroite collaboration pour récupérer les débris, identifier les victimes et extraire le contenu des boîtes noires. Mais ce partenariat a ensuite été brusquement interrompu lorsque les experts égyptiens ont annoncé une découverte choquante. Une découverte qui, selon eux, devrait changer le cours de toute l'enquête. Vous voyez ? Ils avaient trouvé des traces de trinitrotoluène hautement explosif sur plusieurs des victimes. Et à cause de cela, ils ont affirmé que le crash du vol Égyptair 804 n'était pas du tout un accident. Au contraire, c'était un crime monstrueux et impardonnable. Et sur la base de ces preuves, la direction égyptienne de l'enquête sur les accidents et les experts médico-légaux nommés par le procureur général de l'Égypte ont reconstitué l'histoire suivante, la première version des événements. Le vol Égyptair 804 était un vol régulier opérant de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, France, à destination de l'aéroport international du Caire en Égypte. Ce vol de nuit avait été programmé pour partir de Paris tard dans la nuit et arriver au Caire tôt le matin, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'Airbus A320 était relativement peu réservé, avec seulement 56 passagers à bord. Le vol comptait un équipage inhabituellement nombreux de 10 personnes, comprenant 2 pilotes, 5 hôtesses de l'air et 3 agents de sécurité dont le travail consistait principalement à prévenir les détournements d'avions. Moins de 2 mois plus tôt, un autre A320 d'Égyptair avait été détourné en route d'Alexandrie vers le Caire par un homme qui prétendait porter une ceinture explosive et exigeait que l'avion soit dirigé vers Chypre à la place. Maintenant, personne n'a été blessé dans cet incident, mais la présence d'officiers de sécurité sur le vol 804 montre qu'à la suite de ce détournement, Égyptair considérait les menaces contre ses avions comme une possibilité très réelle.
Le pilote commandant de bord cette nuit-là était un capitaine de 36 ans qui volait pour Egyptair depuis 3 ans et avait environ 6600 heures de vol au total, dont 2100 sur l'Airbus A320. Le premier officier avait 25 ans et avait en fait rejoint Egyptair à l'âge minimum de 20 ans en 2011, où il avait d'abord été formé pour piloter l'Airbus A320, puis avait rejoint la ligne régulière en 2012. Ce matin-là, il avait accumulé un total de 2966 heures, dont pratiquement toutes avaient été effectuées sur l'Airbus A320. Avant le vol, les pilotes auraient vérifié les documents d'expédition, dont les informations météo et le journal technique. La météo sur la route était globalement bonne, avec seulement quelques nuages épars jusqu'au Caire. Ils avaient donc probablement prévu un vol assez tranquille. Le journal technique de l'avion montrait qu'il y avait eu plusieurs défauts mineurs avec diverses lumières et vannes au cours des 6 derniers jours, mais ils avaient été principalement résolus et il n'y avait rien de nouveau qui pourrait affecter leur vol à venir. Mais après l'accident, il y a eu des rapports médiatiques non vérifiés concernant un grand nombre de messages d'erreurs enregistrés lors des précédents vols qui n'avaient pas été inscrits dans le journal technique. Bien sûr, le rapport final ne montre que ce qui a été effectivement noté. Donc, si les pilotes précédents n'avaient pas signalé ces défauts, eh bien, ils ne seraient évidemment pas dans le journal technique. Il n'est donc pas clair si l'histoire a été entièrement couverte ici. Le chargement et les vérifications avant vol se sont déroulés sans incident. Après avoir démarré les moteurs et roulé jusqu'à la piste, le vol 804 a été autorisé à décoller à 21h21, temps universel coordonné. L'équipage a ensuite poussé les leviers de poussée vers l'avant et accéléré sur la piste avant de s'élever dans la nuit noire. Les pilotes ont rapidement été autorisés à monter à leur altitude de croisière prévue au niveau de vol 370, soit 37 000 pieds, et le vol a ensuite traversé la Suisse et l'Italie sans incident avant de descendre le long de la côte adriatique en direction de la Grèce. Pendant cette partie du vol, l'enregistreur de voix du cockpit a capturé une atmosphère assez détendue, alors que les pilotes bavardaient et écoutaient de la musique en arrière-plan. Cependant, vers ce moment-là, l'équipage a signalé qu'un passager se sentait mal. Donc, pour la première moitié de l'enregistrement de voix de cabine de 2 heures, les hôtesses de l'air venaient régulièrement dans le cockpit pour donner des mises à jour sur l'état du passager, pendant que l'équipage de vol discutait de ce qu'ils allaient faire. Ils ont peut-être brièvement discuté de la possibilité d'une diversion si l'état de santé du passager s'aggravait, mais au final, ils ont fini par s'en tenir à leur plan de vol initial. Un peu plus tard, les pilotes ont ensuite eu un repas livré, apparemment des lasagnes, et un peu après cela, une hôtesse de l'air est revenue dans le cockpit pour vérifier leur état. Le capitaine lui a alors dit qu'il avait un peu froid et a demandé une couverture et un oreiller, alors l'hôtesse de l'air a récupéré ses articles et les a rapidement ramenés dans le cockpit. Un des pilotes lui a proposé de s'asseoir sur le siège d'appoint. Soudainement, à l'heure approximative de 0h25 et 24 secondes, un engin explosif a détonné sans avertissement à l'intérieur de l'un des chariots de restauration dans la cuisine avant du côté droit de l'avion, juste derrière le cockpit. L'explosion n'était pas assez puissante pour provoquer une désintégration immédiate de l'avion, mais elle a causé de graves dommages à la cuisine et à la cabine avant, ainsi qu'à certains systèmes à proximité, y compris le système d'oxygène de l'équipage, qui fournit de l'oxygène aux pilotes en cas d'urgence. L'explosion a également enflammé plusieurs objets et surfaces dans la zone de la cuisine, déclenchant un incendie qui a ensuite été accéléré par une brèche quelque part dans le système d'oxygène de l'équipage, créant un incendie qui s'est rapidement propagé. En quelques secondes, l'équipage a vu ce feu et a demandé un extincteur, mais le feu se propageait déjà beaucoup trop rapidement et était donc rapidement hors de contrôle. Durant cet événement, de multiples défaillances système se sont succédées rapidement, transmises à Egyptair via le système d'adressage et de compte-rendu des communications des aéronefs. C'est un système qui envoie automatiquement des rapports de panne aux ordinateurs de l'entreprise au sol afin de donner aux mécaniciens une avance sur la résolution de tout problème qui pourrait survenir en vol. 44 secondes après l'explosion, le siège d'Egyptair a donc reçu un message ACARS indiquant qu'une fumée avait été détectée dans l'une des toilettes. Cela a ensuite été suivi d'un défaut avec le système de dégivrage de la fenêtre droite, un défaut du capteur de la fenêtre coulissante droite, de la fumée dans la baie avionique, un défaut de l'unité de contrôle de vol numéro 2
Et enfin, un défaut de la gouverne de profondeur numéro 3. Et ces deux derniers éléments sont tous deux des composants critiques du système de commande de vol électrique de l'Airbus. L'enregistreur de données de vol a capturé une cascade de défauts et de pannes, notamment le système d'évitement de collision, les capteurs de force de la pédale de gouvernail, la gouverne de profondeur numéro 2, l'unité de contrôle de détection de fumée, le calculateur d'optimisation de la gestion de vol numéro 2, le radar météo, l'ordinateur de gestion de vol numéro 2 et l'ordinateur de contrôle électronique du moteur numéro 2, ainsi que d'autres systèmes. Et la plupart de ces systèmes ont tous échoué pendant une période de seulement 19 secondes. Donc, à 0h29 minutes et 29 secondes, ces défaillances avaient provoqué la déconnexion automatique du pilote automatique. Mais curieusement, il ne semblait y avoir aucune réaction de l'équipage, et donc personne n'a pris le contrôle de l'avion. Quelques instants plus tard, à environ 0h29 minutes et 45 secondes, l'enregistreur de données de vol a cessé d'enregistrer alors que l'avion était encore à 37 000 pieds. L'enregistreur de voix du cockpit s'est arrêté environ 9 secondes après. Les dernières données enregistrées ont montré que l'avion maintenait toujours son altitude tout en effectuant un virage à gauche peu profond suivi d'un virage à droite, moment auquel les enregistreurs ont cessé de fonctionner. Les enquêteurs égyptiens ont conclu que l'explosion, l'incendie et la fumée ont rapidement incapacité l'équipage, provoquant une perte de contrôle de la trajectoire après la déconnexion du pilote automatique suite aux défaillances du système. Le transpondeur a ensuite échoué à peu près au même moment que les enregistreurs, provoquant la disparition du vol des écrans radars des contrôleurs à la fois à Athènes et au Caire. Et cela a évidemment interpellé les contrôleurs qui ont essayé à plusieurs reprises de contacter l'avion, mais sans réponse. Mais l'avion a continué à être visible sur le radar primaire, qui fonctionne en renvoyant directement les signaux sur les objets dans le ciel. Et bien que les contrôleurs de la circulation aérienne comptent normalement sur le radar secondaire, qui utilise le transpondeur propre à l'avion pour connaître son identité, son altitude et sa vitesse, le radar primaire, en revanche, ne montre qu'une cible sans aucune information supplémentaire. Donc dans ce cas, le radar primaire a continué à suivre comment l'avion a entamé une spirale à droite, effectuant plusieurs orbites de plus en plus serrées avant de finalement disparaître à 0h38 et 50 secondes, un peu plus de 9 minutes après la fin des enregistrements de la boîte noire. Par la suite, les secouristes ont détecté un signal provenant de l'émetteur de localisation d'urgence de l'avion, qui est un émetteur radio conçu pour émettre un signal indiquant l'emplacement de l'avion lorsque l'appareil est soumis à une décélération vers l'avant supérieur à 2G, indiquant un éventuel crash. Mais dans ce cas, l'analyse de la trajectoire radar a rapidement montré que l'émetteur de localisation d'urgence s'est en réalité déclenché alors que l'avion était encore en l'air, près de 2 minutes avant qu'il ne touche l'eau. Les enquêteurs égyptiens pensent que l'appareil a dû subir une décélération supérieure à 2G pour avoir été activé. Mais comme l'avion ne s'est pas écrasé pendant encore 2 minutes, l'émetteur de localisation d'urgence aurait donc pu être activé par une explosion secondaire à bord de l'avion. Dans son rapport final, le bureau d'études et analyses égyptien, l'Egyptian Aircraft Accident Investigation Directorate, a déclaré que parce que du trinitrotoluène a été trouvé sur les victimes, et parce que ce matériau n'est utilisé nulle part dans l'avion, sa présence ne pouvait être expliquée que par une détonation d'un engin explosif à l'intérieur de l'avion. Et l'Egyptian Aircraft Accident Investigation Directorate a également soutenu que cette explosion devait avoir eu lieu dans la cuisine avant, sur la base de plusieurs facteurs. Tout d'abord, ils ont souligné le fait que le détecteur de fumée des toilettes a été déclenché avant le détecteur de fumée de la baie avionique qui se trouve sous le cockpit. Selon eux, l'ordre des avertissements signifiait que le feu et la fumée provenaient plus près des toilettes que du cockpit. Et en dehors de cela, les débris récupérés du côté droit avant de l'avion, ainsi que de la cabine de classe affaires, montraient des signes d'exposition au feu, tels que de la suie et des carbonisations, tandis que les parties récupérées du revêtement du fuselage dans cette zone étaient recourbées vers l'extérieur. Un rapport médico-légal produit par une équipe assemblée par le procureur général égyptien a également décrit des fragments de structures incrustés dans des restes humains, supposément à cause d'une explosion. Leur rapport a conclu que l'écrasement et le pliage sévère de 2 chariots de restauration récupérés du fond de l'océan indiquaient également qu'ils devaient avoir été exposés à une explosion puissante. Et sur un bruit de sifflement qui a été entendu sur l'enregistreur de voix du cockpit au moment de l'explosion,
a ensuite conduit l'EAAID à conclure que les effets de l'explosion ont probablement été aggravés par des dommages au système d'oxygène de l'équipage, ce qui a causé une fuite d'oxygène qui a accéléré l'incendie résultant. L'explosion et l'incendie ont ensuite provoqué tant de défaillances des systèmes d'aéronefs parce qu'ils ont endommagé un panneau électrique dans la partie arrière droite du cockpit auquel étaient connectés presque tous les systèmes affectés. Ces défaillances système ont entraîné la déconnexion du pilote automatique, rendant la trajectoire de vol incontrôlable, l'équipage ayant été tué ou incapacité par le feu et la fumée. L'équipe égyptienne a également ajouté qu'il n'y avait aucune preuve de problème avec les systèmes d'aéronefs avant l'explosion qui expliquerait autrement le scénario. Alors, faisons une pause ici. C'est certainement une explication plausible de cet accident, mais est-ce vraiment ce qui s'est passé? Il s'avère que les enquêteurs français du bureau d'enquête et d'analyse, et les experts avec qui mon équipe et moi avons parlé, pensent qu'il y a de sérieux problèmes avec le scénario décrit par les enquêteurs égyptiens. En fait, dans ses commentaires sur le rapport final, le BEA a inclus une accusation stupéfiante, écrivant que l'exactitude factuelle du rapport est discutable et le raisonnement pour les scénarios semble déformer les faits. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant dans un rapport d'accident. Alors, avec quoi exactement le bureau d'enquête et d'analyse a-t-il eu un problème? Qu'est-ce qui n'allait pas avec le scénario égyptien? Eh bien, il y a beaucoup de façons de s'y prendre, mais commençons par les preuves qui ont été utilisées. Lorsque les enquêteurs sur les accidents aériens pensent qu'une bombe a peut-être abattu un avion, il existe plusieurs façons de prouver que c'est un fait. Dans les attentats ou les attaques très médiatisées comme la catastrophe de Lockerbie ou le vol 17 de Malaysia Airlines, les enquêteurs reconstituent les enregistrements afin de cartographier comment l'explosion a déchiré l'avion et aussi pour chercher des signes révélateurs comme des impacts de fragments à haute énergie ou des micro-trous sur les surfaces proches. Dans certains de ces cas, les enquêteurs ont également détecté des résidus des explosifs utilisés dans les attaques, mais ces résidus n'étaient alors qu'un élément des preuves. Cependant, comme le souligne le bureau d'enquête et d'analyse dans ses commentaires, les résidus d'explosifs supposément trouvés sur certaines des victimes, dans ce cas, étaient la seule véritable preuve que l'Egyptian Aircraft Accident Investigation Directorate avait d'une explosion intentionnelle. Très peu de débris ont été récupérés du fond de la Méditerranée, y compris presque aucune structure de l'avion. Il n'a donc pas été possible de le réassembler et de chercher des motifs de dommages causés par l'explosion. Les dommages causés à des morceaux du revêtement du fuselage, comme le bouclage vers l'extérieur, ne signifient rien à moins que ces pièces ne soient correctement réassemblées, car les débris peuvent être écrasés de toutes sortes de manières lors d'un crash, et seul le motif complet vous dit alors quelque chose de significatif. De plus, les rapports médico-légaux n'ont décrit aucun impact à haute énergie ou micro-trous trouvés. Mais surtout, l'enregistrement vocal du cockpit ne comportait absolument pas les bruits caractéristiques associés à une explosion. Au lieu de cela, le premier bruit anormal sur la bande était en fait le bruit sifflant de l'oxygène s'échappant du système d'oxygène de l'équipage, et il n'y avait aucun bruit du tout qui pourrait être interprété comme une explosion. Si une explosion avait réellement percé le fuselage et causé le recourbement du revêtement vers l'extérieur, alors l'avion aurait immédiatement perdu sa pressurisation, déclenchant une alerte d'altitude de cabine qui a un son très distinctif. Mais l'enregistreur de voix du cockpit a continué à fonctionner pendant 4 minutes et demie après l'heure de l'explosion présumée, et pourtant il n'y avait pas d'alerte d'altitude de cabine dessus, ce qui suggère fortement que l'avion était encore pressurisé à ce moment-là. Et bien sûr, si l'avion a été abattu par une bombe, on espérerait que l'Égypte trouverait la personne qui l'a fait et la traduirait en justice. Mais 8 ans et demi après le crash, personne n'a revendiqué la responsabilité de celui-ci. Aucun suspect n'a été nommé, personne n'a été arrêté, jugé ou condamné, ce qui serait très inhabituel. En fait, le rapport égyptien n'a pas non plus dit un mot sur la manière dont la bombe a été placée à bord de l'avion ou qui aurait pu être responsable de son placement. En raison de ces facteurs, le bureau d'enquête et d'analyse et nos propres contacts experts s'accordent largement à dire que le rapport égyptien a été rédigé en supposant que le trinitrotoluène trouvé sur les victimes devait provenir d'un engin explosif.
Et le reste du rapport a ensuite été consacré à essayer de faire correspondre les preuves à cette théorie, ce qui est exactement l'inverse de la manière dont une enquête sur un accident devrait être menée. Dans des commentaires à la presse, le bureau d'enquête et d'analyse a également indiqué que la présence de trinitrotoluène était en fait douteuse, car puisque les corps avaient été sous l'eau pendant si longtemps, tout résidu de trinitrotoluène aurait été dissous. Alors, si une bombe n'a pas abattu le vol 804, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, tout d'abord, il est important de mentionner que lorsque les traces de trinitrotoluène ont été trouvées sur les victimes, le gouvernement égyptien a considéré le crash comme une affaire criminelle et l'enquête a alors été largement retirée de l'EAAID et confiée à la place au bureau du procureur général. Mais à ce stade, le bureau d'enquête et d'analyse français avait déjà eu accès aux enregistreurs de vol et il pensait que les preuves indiquaient un incendie catastrophique à bord plutôt qu'une explosion. En conséquence, le bureau d'enquête et d'analyse a demandé à l'EAAID de soutenir une étude sur les sources possibles d'ignition et les méthodes de propagation pour se faire dire par les enquêteurs égyptiens que la question était désormais hors de leurs mains. Cela a incité le bureau d'enquête et d'analyse à mener indépendamment des tests sur plusieurs scénarios d'incendie qui, en les combinant avec les données de vol, les ont amenés à développer une explication complètement différente de ce qui s'est réellement passé à bord du vol 804. Ce qu'ils ont découvert était, pour faire court, plutôt effrayant. Pour comprendre le scénario d'accident du bureau d'enquête et d'analyse, examinons d'abord en détail le système d'oxygène de l'équipage de l'Airbus A320. Chaque avion pressurisé est équipé d'oxygène supplémentaire afin d'aider les passagers et l'équipage à respirer en cas de dépressurisation en haute altitude. Tandis que les masques à oxygène des passagers tombent du plafond et ne fournissent qu'environ 12 minutes d'air grâce à un système de générateur d'oxygène, l'équipage de vol a accès à un système beaucoup plus sophistiqué. L'oxygène de l'équipage de vol sur l'Airbus A320 provient d'une bouteille située sous le côté avant-gauche de l'avion, et cette cartouche fournit plusieurs heures d'oxygène à 4 masques à oxygène intégraux situés à chaque position de siège du cockpit. Ces masques sont conçus pour être mis en place en un seul mouvement rapide afin de ne pas encombrer les pilotes en cas d'urgence et tout ce que le pilote a à faire est d'ouvrir le couvercle de la boîte de rangement du masque puis de sortir le masque en utilisant la poignée rouge vif. Le pilote peut alors mettre le masque et commencer à respirer sans appuyer sur aucun bouton ni faire quoi que ce soit d'autre. Alors, comment ce système fonctionne-t-il réellement ? Eh bien, lorsque l'oxygène quitte le cylindre, il monte à travers une série de tubes en acier et entre dans un collecteur de distribution. Il continue ensuite à travers un tube flexible jusqu'à chaque boîte de rangement de masque et à l'endroit où le tube entre dans la boîte, une valve empêche l'oxygène de parcourir le reste du chemin jusqu'au masque. Mais lorsque les pilotes tirent sur la poignée pour sortir le masque de la boîte, les deux portes de la boîte s'ouvrent comme un coquillage. Et c'est en fait ce mouvement qui alimente un solénoïde qui ouvre la valve. Quand la valve est ouverte, le microphone du masque à oxygène s'active pour transmettre la voix du pilote au haut-parleur du cockpit, à l'enregistreur vocal et permettre l'usage de la radio via le masque. Et lorsque les pilotes ont les masques, l'oxygène peut être délivré de 3 manières différentes en fonction des paramètres utilisés. En utilisant le commutateur de régulateur, le pilote peut choisir soit le mode normal, qui mélange l'oxygène avec l'air ambiant, soit le réglage à 100%, qui ne fournit que de l'oxygène pur. Dans les deux cas, le flux d'oxygène est à la demande, c'est-à-dire qu'il ne coule que lorsque le pilote inspire. Mais en cas de forte fumée dans le cockpit, il est préférable d'avoir un flux continu d'oxygène afin de créer une pression positive à l'intérieur du masque, empêchant la fumée d'entrer. Donc, dans ce cas, le pilote peut déplacer un bouton d'urgence à la position d'urgence, ce qui provoquera un flux d'oxygène à partir du masque à une pression continue de 5 bars. Maintenant, en appuyant sur ce bouton vers l'intérieur, cela provoquera également un flux d'oxygène à pression positive, mais seulement tant que le bouton est maintenu enfoncé et uniquement lorsque la valve est déjà ouverte. La boîte comporte un bouton appuyé pour tester et réinitialiser, qui ouvre la valve lorsqu'enfoncé. Mais il est important de noter que cela ne provoque pas un flux d'oxygène, car il n'y a ni pression positive, ni aucune action de respiration de la part du pilote. Maintenant, bien sûr, si ces masques devaient dysfonctionner pour une raison quelconque, cela pourrait être un énorme problème potentiel.
Donc, un test rapide des masques à oxygène fait partie de la procédure pré-vol normale du pilote. Pour ce test, l'équipage doit vérifier que le système d'oxygène et les haut-parleurs sont allumés, puis appuyer et maintenir le bouton de test pour ouvrir la valve. Ensuite, le bouton d'urgence doit être pressé afin de faire circuler l'oxygène à pression positive à travers la valve ouverte, tout en écoutant les haut-parleurs pour confirmer que le microphone du masque capte ce flux. Après quelques secondes, une fois confirmé, le pilote peut relâcher les boutons d'urgence et de test pour stopper le flux d'oxygène, puis fermer la valve. Et après cela, le pilote devrait alors appuyer une fois de plus sur le bouton d'urgence pour vérifier que la valve est correctement fermée. Si c'est le cas, il ne devrait y avoir aucun bruit de flux d'oxygène. Ce test confirme non seulement que l'oxygène s'écoule quand il le faut, mais aussi que l'oxygène ne s'écoule pas quand il ne le faut pas. Ce qui nous amène à un autre sujet dont nous devons parler, qui est la sécurité du système d'oxygène. Le risque majeur de tout système d'oxygène est assurément le feu. Et c'est parce qu'un feu a besoin de 3 choses pour brûler: du carburant, de la chaleur et de l'oxygène. Et très important pour cette histoire, plus il y a d'oxygène présent, moins de chaleur est nécessaire pour enflammer le carburant disponible. Cela signifie que toute source d'ignition à l'intérieur du système d'oxygène est un risque de sécurité potentiellement énorme, car l'atmosphère à 100% d'oxygène à l'intérieur facilite l'inflammation de toute substance exposée à une source de chaleur. Pour cette raison précise, les systèmes d'approvisionnement en oxygène sur les avions sont soumis à des réglementations très strictes, obligeant les fabricants à démontrer que toute défaillance ou combinaison probable de défaillance entraînant un incendie de carburant à l'oxygène sont extrêmement rares. Maintenant, dans le langage de certification de l'aviation, extrêmement rare signifie généralement qu'une probabilité d'une telle occurrence est entre 1 sur 100 millions et 1 sur 1 milliard par heure de vol. À cause de l'existence d'inconnus, ce qui signifie que nous ne pouvons pas réellement nous prémunir contre ce que nous ignorons, les systèmes sont rendus aussi sûrs que possible avec les connaissances scientifiques et technologiques dont nous disposons actuellement. Mais pour la plupart des types d'avions et des systèmes courants, avec des milliers d'avions qui accumulent des heures jour après jour, il est loin d'être inconcevable qu'un événement ayant une chance sur 1 milliard de se produire finisse par se produire. En d'autres termes, la loi de Murphy. Et en fait, il y a eu plusieurs incidents au cours des 20 dernières années impliquant des incendies d'oxygène dans le cockpit, mais crucialement toujours pendant que l'avion était encore au sol. Par exemple, en 2009, un CRJ-200 a été gravement endommagé en Floride lorsqu'une boîte de jonction a pris feu et a rompu une conduite d'oxygène dans le cockpit. Puis, en 2011, un Boeing 777 d'Égyptair a été déclaré irrécupérable après qu'une fuite d'oxygène du masque du copilote a pris feu pour des raisons inconnues, peu de temps après l'embarquement. Mais tous les passagers ont été évacués en toute sécurité, heureusement. Puis, en 2008, un cargo Boeing 767 a été déclaré irrécupérable à San Francisco lorsqu'un court-circuit a alimenté un ressort à l'intérieur d'un tuyau fournissant de l'oxygène à un masque dans la zone d'équipage surnuméraire, provoquant un incendie. Et celui-là vaut la peine d'être rappelé. Mais peut-être que l'incident le plus bizarre s'est produit en 2012, lorsqu'un Boeing 737 a été gravement endommagé lors de la sortie d'une porte à Antalya, en Turquie, à cause d'un incendie alimenté par l'oxygène dans le cockpit causé par le parfum d'un capitaine. Dans ce cas, l'oxygène s'écoulait déjà du masque du capitaine où le bouton avait été laissé en position d'urgence. Le capitaine a allumé une cigarette, enflammant un parfum fort, ce qui a déclenché un incendie. Et dans ce cas, les pilotes ont rapporté qu'ils ont vu une boule d'étincelles voler dans l'air en direction du masque à oxygène du capitaine, puis propager l'incendie et le capitaine a retiré le masque de la boîte pour essayer d'arrêter le flux d'oxygène, mais il était alors déjà trop tard. Les pilotes ont tenté d'éteindre l'incendie, mais ont échoué et l'avion a ensuite été à nouveau évacué avec succès. Maintenant, le plus important à retenir de tous ces incidents est qu'aucun d'eux n'a été causé par le même mécanisme d'allumage et certains des mécanismes étaient assez étranges. Il est également à noter qu'ils impliquent tous différents types d'avions avec différentes configurations de systèmes d'oxygène. Ce que cela démontre vraiment, c'est la difficulté inhérente à concevoir un système qui fournit un élément clé du triangle du feu sans également causer de risque.
Mais le fait que personne n'ait été tué ou gravement blessé dans aucun de ces incidents sur des milliards d'heures de vol souligne également à quel point ces systèmes sont réellement sûrs. Pourtant, le fait demeure que si l'un de ces incidents s'était produit pendant que l'avion était en vol, le résultat aurait pu être très différent. Et ce n'est pas seulement parce qu'un incendie alimenté par l'oxygène dans le cockpit se propagerait rapidement et rendrait inapte l'équipage. C'est aussi parce qu'il n'est pas si facile de l'éteindre avec l'équipement à bord de l'avion. Au cours de son enquête, le bureau d'enquête et d'analyse a découvert que les extincteurs au halon stockés dans les cockpits d'avions n'éteindraient pas seulement un incendie alimenté par l'oxygène, mais ils pourraient en fait aggraver la situation. Et c'est parce que le halon n'a aucun effet de refroidissement. Au lieu de cela, il se combine chimiquement avec l'oxygène dans l'air afin d'étouffer le feu ou d'arrêter la réaction chimique. Mais comme une fuite d'oxygène continue d'ajouter plus d'oxygène, le feu se rallumera simplement lorsque le nuage de halon se dissipera et que l'oxygène entrera à nouveau en contact avec le carburant toujours chaud. Et si cela ne suffisait pas, les tests du bureau d'enquête et d'analyse montrent que l'utilisation d'un extincteur au halon sur un feu d'oxygène dans un espace confiné crée une fumée dense remplie de produits chimiques toxiques. Alors, quel est le rapport entre tout cela et le vol 804 d'Égyptair ? Eh bien, examinons certaines des raisons pour lesquelles le bureau d'enquête et d'analyse pense qu'un incendie d'oxygène a réellement causé ce crash et non une bombe. Le plus grand indice pointant dans cette direction était que le tout premier son anormal sur l'enregistrement vocal du cockpit n'était pas une explosion, mais plutôt un sifflement, comme une fuite de gaz. Non seulement cela, mais une analyse du spectre audio a montré que le microphone du masque à oxygène du copilote avait été actif pendant au moins 30 minutes avant l'événement, et probablement pendant tout l'enregistrement de 2 heures, et même plus longtemps que cela. La seule façon pour le microphone du masque d'être actif était si la valve était déjà ouverte, ce qui pourrait être dû au fait que le bouton de test était coincé, ou à cause des portes de la boîte qui n'étaient pas correctement fermées. L'ensemble de la boîte à masque avait été remplacé juste 10 vols avant l'accident, après qu'un pilote a signalé que le bouton de test était coincé. Mais c'est plus probable que la valve dans ce cas ait été rouverte plus tard, lors de ce vol, ou peut-être du vol précédent, pour une raison quelconque. Malgré la valve ouverte, l'oxygène n'aurait pas coulé du masque en l'absence de différence de pression pour le propulser. Cela aurait donc constitué une condition latente. Mais, avec le micro du masque actif, les bruits d'objets se déplaçant près des masques actifs, comme des papiers ou des livres dans le compartiment de rangement de documents à proximité, auraient été captés et diffusés sur les haut-parleurs des pilotes, tant qu'ils n'utilisaient pas leur casque, ce qu'ils ne feraient probablement pas en croisière. Parce que les pilotes écoutaient de la musique et étaient engagés dans une conversation continue, ils n'auraient peut-être pas remarqué ces bruits provenant du compartiment à documents au début. C'est-à-dire jusqu'à peu avant le début de l'accident, lorsque la conversation a un peu diminué et que la musique est entrée dans une phase calme. Pendant cette période, le microphone du masque a capté des bruits étouffés, comme des objets se déplaçant dans le compartiment de rangement des documents, et puisque la musique était maintenant silencieuse et que la conversation avait cessé, le copilote a peut-être réellement entendu ces bruits sur le haut-parleur pour la première fois. Il est important de noter ici que ni l'un ni l'autre des pilotes n'a dit quoi que ce soit qui indiquerait qu'ils ont entendu ces bruits ou qu'ils les ont associés au microphone du masque. Mais si le copilote l'a fait, cela pourrait expliquer la suite des événements. Car en se référant à la procédure de test pré-vol habituelle, il aurait pu décider d'appuyer sur le bouton d'urgence pour vérifier si les sons provenaient de son masque. Et si c'était le cas, il n'a peut-être pas verbalisé cette intention au capitaine parce que ce dernier essayait de se reposer. Il venait en effet de commander une couverture et un oreiller. Donc, à 0h, 2 minutes et 24 secondes, l'enregistreur de voix du cockpit a capturé un bruit de sifflement durant 2,6 secondes, similaire au bruit de l'oxygène circulant à travers une valve ouverte avec le bouton d'urgence enfoncé, tout comme ce test pré-vol. Maintenant, ce son a été clairement entendu sur le canal de l'enregistreur de voix de cabine du copilote, mais seulement faiblement sur les autres canaux, ce qui prouve que le son venait du côté du copilote. Après ces 2,6 secondes, le bruit de sifflement s'est brièvement arrêté et le capitaine a prononcé un mot non identifié, peut-être pour demander ce que faisait le copilote.
Mais ensuite, soudainement, l'enregistreur de voix de cabine a enregistré un bruit fort de claquement, à nouveau clairement enregistré sur le canal du copilote, mais seulement faiblement sur les autres. Le bureau d'enquête et d'analyse pensait que c'était le bruit d'une sorte de défaillance mécanique à l'intérieur de la boîte du masque à oxygène du copilote, qui était probablement connecté d'une manière ou d'une autre à la pression du bouton d'urgence par le copilote. Malgré des tests approfondis de divers scénarios d'allumage, des cigarettes et des incendies de batteries aux impacts de particules à l'intérieur du tuyau, l'équipe du bureau d'enquête et d'analyse n'a pas pu déterminer exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Il convient également de noter ici que, malgré les rapports des médias affirmant que les pilotes fumaient dans le cockpit et qu'une cigarette avait donc enflammé l'oxygène, le bureau d'enquête et d'analyse a en fait réfuté cela dans son rapport. La phrase captée par l'enregistreur de voix de cabine, que les médias de l'époque interprétaient comme une référence au tabagisme, était en réalité une traduction erronée d'une conversation portant sur l'état de santé d'un passager. Donc, à la place, un court-circuit a probablement eu lieu similaire à l'incident précédent que j'ai mentionné, où un court-circuit avait déclenché un ressort qui a allumé un feu à l'intérieur du tuyau d'oxygène. Et ce problème particulier a été résolu après cet accident, mais comme nous l'avons vu plus tôt, il existe de nombreux scénarios d'allumage possibles et aucun incident n'est exactement le même. Et aussi, si l'on croit les informations d'une enquête judiciaire française parallèle, alors cet avion pourrait avoir connu de nombreux défauts qui suggéraient un problème électrique qui soutient davantage la théorie du court-circuit. Mais le bureau d'enquête et d'analyse n'avait accès à aucune de ces informations lors de leur enquête. Dans tous les cas, peu importe ce qui s'est passé à l'intérieur de cette boîte sur le vol 804 d'Égyptair, ses effets ont été immédiats et catastrophiques. Juste après ce pop, le bruit de sifflement est revenu, mais cette fois, il a continué à augmenter de plus en plus dans ce qu'on appelle une fuite sonore, indiquant une fuite d'oxygène incontrôlée. Et simultanément à cette fuite d'oxygène, un incendie s'est également déclenché à l'intérieur de la boîte, probablement à cause de ce même événement déclencheur, puisqu'il n'y avait aucune preuve qu'un incendie avait déjà commencé à ce stade. Les tests du bureau d'enquête et d'analyse ont montré qu'un incendie dans la boîte avec une fuite d'oxygène de 5 bars, l'oxygène pressurisé, provoquerait un effet de chalumeau, projetant des flammes extrêmement chaudes contre tous les systèmes et éléments structurels à proximité. Et ce chalumeau produit également un son caractéristique qui a été clairement entendu sur l'enregistreur de vol. L'incendie qui a suivi a dû être immédiat et important, car 2 secondes seulement après le début de la fuite, le copilote a commencé à crier « Au feu, au feu ». L'hôtesse de l'air sur le siège d'appoint et le capitaine ont alors également crié « Au feu » d'une manière choquée. En 6 secondes, le capitaine a crié « Un extincteur rapidement, apportez rapidement un extincteur », montrant qu'il avait reconnu une situation potentiellement catastrophique. Mais à ce moment-là, le feu brûlait probablement déjà comme un chalumeau contre le côté droit arrière du cockpit, qui était malheureusement aussi l'endroit où l'extincteur au halon était monté, il était donc probablement déjà inaccessible. Quelqu'un a dû également ouvrir la porte du cockpit, car le capitaine a crié « Fermez-la !» Et à ce stade, il est probable que le copilote aurait également quitté son siège à cause de la chaleur des flammes, mais on ne sait pas combien de personnes sont restées dans le cockpit, ni qui a ouvert la porte et pourquoi. Dans tous les cas, quelqu'un a fermé la porte, mais à ce moment-là, la fumée s'était déjà échappée du cockpit et avait atteint la cuisine et les toilettes avant, ce qui a déclenché l'alarme incendie des toilettes, et cela a déclenché une alerte de prudence générale, ainsi que plusieurs alarmes sonores à la fois dans le cockpit et la cuisine. Maintenant, l'intensité de cette alarme de cuisine a été utilisée par le bureau d'enquête et d'analyse pour déterminer quand la porte du cockpit était ouverte ou fermée, et au moment de la première alarme, elle était définitivement fermée. Cependant, personne n'a répondu à l'alarme et il n'y avait aucun signe de vie dans le cockpit à ce moment-là. À ce stade, le microphone du copilote avait déjà disparu de l'enregistrement de l'enregistreur de voix de cabine, alors que l'incendie consumait cette partie du cockpit et la qualité de l'enregistrement n'a fait que se dégrader à partir de là. Pourtant, il était possible d'entendre l'alarme de la cuisine répéter une séquence de 3 sonneries toutes les 30 secondes. Et au moment où la deuxième séquence a commencé, quelqu'un avait apparemment ouvert la porte du cockpit car elle a été entendue beaucoup plus clairement. Cependant, il n'y avait toujours aucun bruit clairement identifiable d'activité dans le cockpit, ni de l'extincteur en train d'être déclenché. Donc, ce qui s'est passé ici ne sera jamais entièrement connu,
Mais ce que nous savons, c'est que plusieurs systèmes étaient déjà en train de tomber en panne alors que l'incendie faisait rage contre le panneau électrique 120 VU situé derrière le siège du premier officier. Lorsque l'alarme de la cuisine s'est déclenchée à nouveau à 0h27 minutes et 18 secondes, soit 110 secondes après le début de l'événement, la porte du cockpit était toujours ouverte. Mais à 0h27 minutes 48 secondes, quelqu'un l'avait manifestement refermée. Pendant ces 30 secondes, le contrôleur de la zone d'Athènes a demandé 2 fois au vol 804 de contacter le Caire sur une fréquence de 124.7, mais il n'y a eu aucune réponse de l'équipage. 46 secondes après l'alarme de fumée des toilettes, une alerte de fumée avionique a également été générée alors que la fumée commençait à s'infiltrer à travers les bouches d'aération du plancher du cockpit vers la baie avionique. Ce qui se passait maintenant dans le cockpit est très incertain, mais la transcription de l'enregistreur de voix de cabine montre, de manière plutôt remarquable, que 2 minutes et demie après le début de l'incendie, quelqu'un était encore dans le cockpit ou y était maintenant re-rentré, car le microphone du capitaine a capté quelques faibles bruits de respiration. Le bruit d'un objet tombant a également été entendu, suivi d'une personne prononçant les mots « Pardonnez-moi Dieu », probablement la dernière prière d'un pilote face à l'inimaginable. Environ 3 minutes et 23 secondes après le début de l'incendie, le bruit de la fuite d'oxygène a commencé à s'estomper, indiquant que la bouteille d'oxygène de l'équipage avait maintenant été épuisée. Mais à ce moment-là, l'incendie était déjà bien établi, et il était maintenant trop tard pour l'arrêter, et les systèmes continuaient de tomber en panne, les uns après les autres. Le dernier bruit de respiration a été entendu à 0h28 et 42 secondes. Mais la musique de fond a bizarrement continué à jouer, ponctuée par des appels périodiques de la tour de contrôle aérien qui sont tous restés sans réponse. Un autre avion d'Égyptair qui écoutait la conversation radio a même appelé le copilote par son nom, essayant en vain de joindre son ami et collègue. Nous ne savons pas si le copilote avait fui et était dans la cabine à ce moment-là, ou s'il était incapacité dans le cockpit, et nous ne le saurons malheureusement jamais. À 0h29 minutes et 39 secondes, la panne du système a déconnecté le pilote automatique, déclenchant une alarme de charge de cavalerie. Mais personne n'a pris le contrôle de l'avion, et l'enregistreur vocal du cockpit s'est arrêté 6 secondes plus tard, alors que l'avion maintenait toujours 37 000 pieds. Après cela, nous ne savons pas si des membres d'équipage étaient encore en vie ou en état de se déplacer, ou s'ils auraient pu essayer de rentrer dans le cockpit pour combattre l'incendie, mais tous les efforts qu'ils auraient pu entreprendre ont dû finalement échouer. Car l'avion est de bientôt entré dans ce qu'on appelle une spirale du cimetière, descendant en une série d'orbites de plus en plus serrées vers l'océan. L'incendie a probablement continué à se propager pendant ces 9 minutes de descente, car l'émetteur de localisation d'urgence a probablement été activé tôt à cause d'un court-circuit lorsque l'incendie a endommagé le câblage de l'interrupteur associé dans le cockpit. En plus de cela, des morceaux de la cabine de classe affaires ont été retrouvés plus tard avec des dommages importants causés par le feu et la fumée, indiquant qu'à un certain moment, l'incendie a dû se propager hors du cockpit et dans la cabine des passagers. Et je ne veux même pas penser à la panique que cela a dû causer avant qu'il ne percute l'eau. En 2023, le Bureau d'enquêtes et d'analyse français a rassemblé ses conclusions et il a décrit l'histoire de ce qui s'est passé dans un rapport qui a été soumis à l'Egyptian Aircraft Accident Investigation Directorate pour examen, les exhortant à publier un rapport final afin de faire progresser la sécurité aérienne. Puis en octobre 2024, l'Egyptian Aircraft Accident Investigation Directorate a également finalement fait de même, publiant son propre rapport approuvant la théorie de la bombe, mais incluant également le rapport français inchangé en tant que pièce jointe. Maintenant, je ne vais pas spéculer sur pourquoi l'Égypte a persisté avec la théorie de la bombe ou d'où venaient les prétendues traces de trinitrotoluène. Nous ne connaissons tout simplement pas la réponse à ces questions. Mais ce que je peux dire, c'est que le rapport français semble décrire un compte rendu plus crédible de ce qui s'est réellement passé. Et non seulement cela, le rapport du Bureau d'enquêtes et d'analyse révèle également un problème de sécurité potentiellement grave qui n'a pas été traité pendant 8 ans en raison de l'échec de la conduite et de la publication d'une enquête appropriée. Une défaillance du système d'oxygène entraînant un incendie dans le cockpit sans que l'équipage ne puisse rien faire pour l'arrêter est au-delà du scénario cauchemardesque pour moi en tant que pilote, et le bureau d'enquête et d'analyse était clairement bien conscient de l'urgence à faire quelque chose à ce sujet.
Dans leurs recommandations, ils ont exhorté l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, Airbus, et le fabricant du système d'oxygène à tester plusieurs scénarios spécifiques qu'ils n'avaient même pas pu vérifier eux-mêmes, y compris une surpression du système et certains autres scénarios d'allumage, non seulement pour des raisons de sécurité générale, mais aussi afin de mieux comprendre ce qui a finalement provoqué la chute du vol 804. Le Bureau d'enquêtes et d'analyse a aussi préconisé le développement de nouvelles méthodes de lutte contre l'incendie pour aider les équipages à combattre et éteindre les feux d'oxygène dans le cockpit. Maintenant, même si je dis cela, l'histoire du vol 804 d'Égyptair n'est toujours pas terminée, et elle ne le sera pas tant que des mesures concrètes ne seront pas prises pour rendre les systèmes d'oxygène plus sûrs. Mais ce que je veux souligner, c'est que malgré le fait qu'ils n'aient eu accès qu'aux données que les Égyptiens leur ont données, et sans les ressources ou l'autorité pour mener une enquête complète ou récupérer les débris, le Bureau d'enquête et d'analyse a décidé de sa propre initiative de continuer à étudier cette cause. Cette quête de vérité a démontré un véritable professionnalisme et un dévouement à la cause de la sécurité aérienne et devrait vraiment être dûment salué. Grâce à leur travail, l'industrie parviendra maintenant, espérons-le, à résoudre ce problème. Et cela entraînera très probablement des changements pour réduire les chances d'un incendie d'oxygène dans le cockpit et pour s'assurer que les membres de l'équipage peuvent l'éteindre s'il se produit. Aussi effrayant que cet accident ait été, je suis personnellement convaincu que nous en tirons déjà des leçons, tout comme l'industrie de l'aviation le fait toujours. J'espère maintenant que vous avez appris quelque chose et si c'est le cas, envisagez de soutenir notre travail pour une aviation plus sûre en rejoignant notre équipe Patreon. Merci beaucoup d'avoir regardé. Regardez ces vidéos ensuite et passez une journée absolument fantastique. Au revoir.